enfants Lincoln, ouvrez vos mirettes. Il n'y a absolument personne dans le village. Attendez voir, je la tiens par la barbichette. On va lui donner quelques coups de tête, Lincoln. Aïe, lâche-moi la fesse. Mais lâche-moi la fesse. Attendez voir, Lincoln, je prends ma suite. Oh, enfants Lincoln. Moi, j'en peux plus. Oh, moi, j'ai pris une de ces chaussures. Et cette fois-ci, je crois bien qu'elle a eu son gros école. Comment toucher. Non, mais alors, dites-moi, est-ce que vous voulez la voir, la bestiole? C'est pas faire. Elle est déjà morte, attendez, voilà. Au revoir, l'école, merci beaucoup. Qui donc était? Je m'appelle Hélène. Et pourquoi te viens me réveiller? Ne soyez pas timide. De toute façon, j'avais pas envie de roupiller. Je voulais te voir de près. Mon grand-père m'a dit que tu étais né il y a 200 ans. Ah oui. C'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. C'est notre privilège à nous, les marionnettes. C'est qu'on vieillit pas. D'où tu viens? Oula, c'est une longue histoire. Allez, fais-moi descendre, puis je vais t'y raconter. Mon trisaïeul, Laurent Mourguet, qui était sur les foires et les marchés pour essayer de gagner sa vie, il a racheté un petit matériel de marionnettes à gaine pour faire la parade parce qu'il s'était mis dentiste, arracheur de dents, ça s'appelait à l'époque. Alors il faisait une parade avec les marionnettes pour attirer le public. C'était pas très rémunérateur, alors il voulait faire autre chose. Et puis il a quand même eu le virus de la marionnette. Et à ce moment-là, il n'a fait plus que de la marionnette. Et là, ça a été mieux. Parce qu'il avait l'accent lyonnais d'abord, et puis il avait la répartie ponte. Il avait Polichinelle, Puccinella, Donc il s'est mis à jouer, et il avait un comparse qui était au fond, derrière le public, et qui apostrophait les marionnettes. Il avait des tendances à aimer le rouge. Il venait ou il ne venait pas suivant l'état dans lequel il était. Et c'est pour ça que Mourguet, vu ses absences répétées et qui allaient en s'accentuant, a eu l'idée de faire une marionnette, celle-ci, qui lui ressemblait un peu, qui est le père Niafron, et pour le remplacer les jours où il n'était pas là. Ce qui fait qu'on ne le dit jamais, mais Niafron est né avant Guignol. On compte on compte ensemble jusqu'à 3, et puis à 3, je me lance. Vous êtes prêts? Oui! Alors on y va! 1, 2, 3, en route Niafron pour le pays des bons! Puccinella plaisait, mais plus ou moins, Niafron a eu immédiatement un véritable triomphe parce qu'il avait l'accent lyonnais et qu'il envoyait des salades un peu comme Polichinelle, mais c'était plus corsé. Et à ce moment-là, Mourguet s'est dit, dans le fond, puisque ça plaît, pourquoi garder Polichinelle? Trouvons un personnage qui aille avec ce Niafron. Et il a fait Guignol et il l'a fait à son image. C'est-à-dire, il était plus rapide, plus mordant, et c'est Guignol qui a tout ramassé. On y a front, mon gonne, c'est toi! Oui, c'est moi! Ah, non, là, derrière toi. Qui me parle? C'est moi, c'est ton seigneur et maître. Oh, Seigneur! Non, mais non, c'est moi, Guignol. Oh, Guignol! Oh, je suis content de te voir! Laurent Mourguet aurait créé Niafron en 1804, Guignol en 1808. Il va plus tard marier Guignol, parce que les gens trouvent bizarre de trouver ces deux personnages tout le temps ensemble. Je pose pas de questions pour Tintin le capitaine Haddock. Mais bon, donc il va marier Guignol à la Madelon, qui sera une femme qui est ni laide ni jolie, c'est une femme d'une trentaine d'années comme Guignol. Si Guignol ou Niafron ont une fille, ou si Guignol est fiancé, elle s'appellera Louison. Fiancé Louison, marié Madelon, pourquoi, on ne sait pas, mais c'est comme ça. Il va créer un ami à Guignol et Niafron qui sera cadet,
qui a déchiré l'Auvergnat, qui a la bouche pleine de choses, et puis qui parle avec la bouche pleine de choses, puis qui a les cheveux tout rouges, et puis qui a le pif en pied de marmite. Et puis après, il va créer le fameux propriétaire, le fameux Kenzo, qui est un vieux schnock de 40, 50 ans, 60 ans, on ne sait pas, mais comme les gens étaient vieux à l'époque. Comme Guignol aura des démêlés avec Kenzo, il va créer le bailli. Enfin, c'est un personnage qui est connu, mais une sorte de commissaire de police, de juge de paix, ce que vous voudrez. Et puis derrière, évidemment, il y a la fameuse maréchaussée. Monsieur Guignol! Monsieur Guignol! J'y suis pas! Comment? Vous n'y êtes pas et vous me répondez! Mais je peux pas sortir! Je mets une pièce à mon pantalon qui est déchiré au coude! Oh, changeons de voix et imitons le facteur qui apporte une lettre. Monsieur Guignol! Qu'est-ce que c'est? C'est le facteur! Le facteur? Oui, j'apporte une lettre chargée. Il y a de l'argent dedans. De l'argent, de l'argent! Je dégringole! Oh non, non! Le propriétaire, je suis pincé. Vous n'êtes qu'un fripon. Un fripon? Venez me dire ça à 2 pouces du bec. Vous ne valez pas mieux que votre ami Niafron. Ah oui? Oui, un ivrogne. Et vaurien, une canaille. Qui c'est qui parle de moi ici? Ah! Et par ici! Et le costume, c'était le costume de l'époque, hein, c'était le costume des débuts 19e. Son chapeau est très probablement un chapeau de crocheteur, de docker du port d'Annay. Jamais dans le répertoire, il n'apparaît comme docker. C'est pour ça que toujours traditionnellement, il a toujours là un petit peu cabossé. Tout le monde après va faire de Guignol l'incarnation du canut. Il est jamais canut dans le répertoire des pièces classiques. Je pense que Bourget était un improvisateur et la famille est restée très improvisatrice. Si quelqu'un, sur une phrase, faisait une remarque, soit parce que brusquement elle lui venait, soit parce qu'elle correspondait à quelqu'un qui était dans l'assemblée, si l'autre avait envie d'en rajouter une louche, il en rajoutait une louche. C'était du théâtre de rue, mais avec des marionnettes. Donc c'était les événements, c'était ce qui se passait, et il se tapait un franc triomphe parce qu'il avait ses indicateurs. C'était peut-être une sorte de petit canard enchaîné, mais pas en papier. Ses origines sont des origines inconnues, mystérieuses, et où il n'y a rien pour formellement interdire de le jouer comme ça, ou pour formellement interdire d'être ceci ou cela. À une époque, il était contre l'establishment lyonnais, ensuite il rentre dans l'establishment, il joue dans les bordels au début de sa carrière, du moins le dit-on, la police l'affirme, on dit qu'il joue, qu'il fait l'apologie du viol, de l'assassinat, qu'il est là pour rassembler les gens des deux sexes, et puis peut-être même du troisième. Et donc, il y a toute une espèce de personnages comme ça sulfureux, la police lui est aux trousses, et puis en même temps on va le retrouver ensuite dans les salons de la meilleure bourgeoisie lyonnaise, de la meilleure bourgeoisie parisienne. Il va aller jouer à la cour de Napoléon III, qui va lui faire des ennuis à Lyon. Le comble, c'est quasiment aujourd'hui où les guignols de l'info se passent de lui pour être son incarnation la plus fidèle, la trace historique la plus évidente. Il n'est plus là, et pourtant il est encore là. Ah, bon. Bon, bah tiens, je vais en profiter pour aller dire un petit bonjour à mon pipon. Les premiers textes connus sont de William Dunant. Avant, il jouait sur des canevas qui étaient connus pratiquement par cœur, et on improvisait sur ces textes, sur ces canevas. Et après, il y a eu un phénomène qui est important, c'est la censure qui est arrivée en 1852, qui a obligé les directeurs de théâtre guignol à soumettre les textes à la préfecture au visa du préfet. Donc ça a obligé les gens à écrire, notamment les directeurs de théâtre. Ça n'a pas empêché l'improvisation, parce que l'improvisation, elle se fait toujours, mais les textes étaient écrits et on devait jouer rigoureusement ce qui était écrit. C'est Onofrio qui a relevé les textes originaux en catimini de sa famille, parce que c'était très mal vu d'aller dans les théâtres à la Guignol, parce que bien souvent c'était mal famé. C'est pour ça qu'on a quand même 10 ou 12 textes de Laurent Mourguet, pas manuscrits bien sûr, mais authentiques. Puis après, petit à petit, Guignol s'est embourgeoisé, est venu grand public, et les enfants se le sont appropriés dans les années 80 et 90 à peu près.
quand on joue pour les enfants, il faut inventer, imaginer d'autres personnages. Alors des personnages de féerie ou des personnages de parodie. Vous avez la Chine, vous avez la reine Baobab, vous avez les personnages de contes orientaux, style Scheherazade, etc. Et puis vous avez quand même aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'origine Guignol, c'est un humoriste et un chansonnier, eh ben vous avez Fernandel, vous avez Napoléon III et François-Joseph. Voilà. Et puis vous avez Cyrano de Bergerac, mais qui est la caricature d'un comédien de l'époque. Guignol va être interdit, je dirais, par la censure à une époque, donc on va recycler Guignol, et c'est Pierre Rousset qui sera le premier à parodier les opéras pour Guignol. Donc automatiquement, on va créer les personnages qui correspondent. Alors Guignol, bien sûr, Niafron, bien sûr, puisque dans Faust, c'est Niafron qui sera le diable, mais malgré tout, on va créer des personnages qui vont aller dans ces personnages d'opéra. Quand, par exemple, Manon était donné à l'Opéra de Lyon, le théâtre Guignol, qui est Saint-Antoine, donnait Manon à la sauce Guignol. Alors évidemment, ça changeait le texte. Cyrano de Bergerac devenait Cyrano de Tramassac. Donc ça avait un petit côté amusant, et puis les Lyonnais aimaient beaucoup ce genre de spectacle. Alors ça nécessitait pour les comédiens de savoir chanter, ce qui n'est pas facile, parce que chanter un opéra pour un comédien marionnettiste, c'est pas du tout c'est pas le même registre. Par contre, c'était tout écrit en vers, donc ça permettait pas bien l'improvisation en cours de route. Ça avait des contraintes. Là, c'est l'Africaine qui se joue rue du Port du Temple, qui est passée en préfecture en 1875, mais on a la signature manuscrite de Pierre Rousset de 1867. Alors, j'ai pas compris pourquoi, on m'a donné une vague explication. Comme il y a eu la guerre de 70 entre-temps, ça a dû être mis sous la pile. Parce que si vous prenez Roméo et Juliette, qui est Guignol et Juliette, c'est passé en préfecture, on a les tampons aussi, en 1874, un an plus tôt, alors que c'était manuscrit par Pierre Rousset en 1868. Et on a après Faust, qui est écrit, je crois, en 1871, et qui lui est passé en préfecture en 72 et 74. La clientèle populaire qui n'avait pas trop accès à l'opéra, si ce n'est au quatrième, ce que l'on appelait les poulaillers, allait quand même écouter Guignol qui, justement, mettait un peu de piment à sa verve, ces pièces fort connues. Donc les gens trouvaient leur compte en écoutant cela, en applaudissant Guignol, parce qu'il il mettait en dérision certaines scènes d'amour. Je vais me mettre sous le balcon, tout haut devant, te l'appelleras et tu lui diras les mots que je te soufflerai. Tu y es? Oui. Ah ben appelle-la. Roxane. Roxane. Qui donc m'appelle? Mais moi, Christian. Oh, partez, vous ne m'aimez plus. Je ne vous aime plus, moi qui vous aime plus. Je ne vous aime plus, moi qui vous aime plus. Ah, mais comment le faire passer? Par tes lèvres purpurines. Par tes lèvres purines. Par tes lèvres purines. Et ganache. Oh, mais que dites-vous? Écoute, tu vas tout gâter. Mets-toi dans le coin, comme ça, on voit. Les décors anciens que je possède, comme celui-là, on ne sait pas de qui il est parce qu'il n'est pas signé, mais j'en ai de Touraille de 1913, j'en ai de Cruy de 1894-1895. C'est donc pour la plupart des très vieux décors. Mais c'est le plus célèbre et les plus beaux quand même, c'est quand même, et ça restera ceux de Bonnardel, qui ont une certaine valeur, parce qu'évidemment, c'est des pièces de collection, de même qu'il a fait de superbes dessins en dehors des tableaux. Mais c'est donc des tableaux qui ont une petite centaine d'années maintenant, voilà. Guignol a critiqué pendant des décennies le bourgeois, celui qui s'enrichit sur le dos de l'ouvrier. Et finalement, c'est le bourgeois qui va lui rendre la monnaie de sa pièce, parce que, c'est entre guillemets, si on peut s'exprimer comme ça, parce qu'ils vont se l'approprier pour faire rire leur public à eux, leur public de famille, le public de bourgeois. Et ils vont réussir parce que Guignol va devenir pour famille et pour enfants. Dès lors que le public des enfants s'est emparé de Guignol, non pas que le public se soit véritablement emparé de Guignol, mais le public a été créé à ce moment-là. C'est au 19e siècle qu'apparaît l'enfance. Jusque-là, les enfants, ils étaient là parce qu'ils étaient là autour, quoi. Et donc, on les prenait là où ils étaient, comme des futurs adultes. Alors que l'enfance a été créée à ce moment-là et c'est devenu un marché. Et donc, dès lors, Guignol a trouvé là une sorte de marché dans lequel il s'est engouffré, qui n'était pas du tout sa destination originelle. Et il est devenu le spectacle chéri des petits-enfants. Donc, il n'est pas du tout étonnant de le retrouver aux quatre coins de France. Parce que simplement, ça, c'est, je dirais, c'est la rançon, le bon côté de la rançon de succès. Ça marche. Ah, eh bien, j'aime bien me bambaner.
suis présent un peu partout ici. Oh, on en un rat. Mais regardez comme je suis chenu dans cette vitrine. Dans les années 1970, Guignol va être récupéré par des commerces, des artisans, par tout un tas de médias qui vont s'en servir pour attirer la clientèle. Parce que Guignol véhicule une image, l'image de Lyon. L'image de la sympathie, une image populaire, de convivialité. Je pense que, au demeurant, que toutes ces personnes qui se servent de l'image de Guignol ne connaissent hélas pas le théâtre de Guignol. Son image n'est pas déposée. Donc n'importe qui peut s'emparer de l'image de Guignol et en faire ce qu'il veut. Et on ne peut rien. C'est pour ça que moi j'ai tenu à déposer, quand j'ai mis le nom de Morguet sur ma carte d'identité, je l'ai acheté également pour qu'il soit à moi et que personne ne s'en serve. C'est la seule chose qui est protégée. Le nom de Guignol n'est pas protégé et il n'est pas protégeable par-dessus le marché. Il est dans les dictionnaires et dans les noms communs. Donc dans les noms communs, on ne peut plus rien faire. Coucou, ah, regardez, oh, je suis là-haut, avec tous ces gens célèbres. Oh, si on m'avait dit ça quand j'étais petit gone. On est collectionneur ou on n'est pas collectionneur, c'est un petit peu mon cas, puisque depuis toujours, j'ai toujours collectionné des objets. Et quand on est amateur de Guignol, on a tendance à mettre sa passion de la collection au service de Guignol. En 1994, il y a eu le timbre Guignol qui a été émis par la Poste, donc vous l'avez ici. C'est un timbre qui a très bien marché, qui a été tiré à 1 400 000 exemplaires. Vous avez des médailles plus anciennes. Celle-ci est très ancienne. Il s'agit d'un jeton de bistrot qui était fait pour le Caveau des Célestins. Le Caveau des Célestins a été le premier théâtre qui a été créé par les enfants de Morguet et qui était situé vers la rue Montchamon, place des Célestins. Cette petite médaille qui représente Laurent Morguet, le créateur de Guignol, a été faite en 1908 pour les cérémonies du centenaire de la création de la marionnette Guignol. Vous avez le livre de Tancrède de Vizon, La véritable histoire de Guignol, le Guignol lyonnais exactement. Plus récemment, dans les années 90, Paul Fournel a fait un livre qui traite de la famille Morguet et qui est surtout illustré de magnifiques photos en couleur. Et ça, c'était une nouveauté. Jusqu'à maintenant, la photographie n'était pas ou peu utilisée. Voilà donc une réédition de ce livre de Tancrède de Vizon qui a été reprise par Gérard Truchet, qui l'a actualisé et qui a donc remis les pendules à l'heure, notamment toutes ces petites erreurs qui avaient été relevées. Donc ça a été mis à la sauce actuelle. Et puis dernièrement, moi, je me suis amusé à faire un petit livre sans prétention sur la marionnette à travers la photographie. C'est surtout un livre de photographie à travers la photo ancienne, à partir de photos que j'ai réalisées moi-même et aussi à partir des cartes postales. Guignol, c'est aussi un journal, des journaux, c'est un label, si vous voulez, qui très tôt, dès que la censure l'a permis, ou même avant qu'elle ne le permette d'ailleurs, puisque les premiers Guignols ont été interdits par la censure, ce nom, ce label a été revendiqué par des journalistes pour faire une presse qui n'est pas spécialement aux ordres. Ce sont des journaux satiriques avant tout, qui brodent sur les événements, qui brocardent les hommes politiques. C'est toujours de bonne guerre, les médecins, les notables, les bons bourgeois lyonnais. C'est tout à fait le Canard enchaîné, façon lyonnaise, pour ne pas dire lyonno-lyonnaise. Et si on allait faire un petit tour à l'association des amis de Lyon et de Guignol? Oh, ils ont toujours des choses à raconter sur moi. Et moi, j'aime bien quand on cause de moi.
L'association a été créée en 1913. Hélas, il y a la guerre de 14 qui se déclare. Donc, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les conférences vont se mettre en place mensuellement. Et donc, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, tous les mois, on donne une conférence ou un spectacle de Guignol. On édite un bulletin de liaison qui est trimestriel et qui permet justement de faire les comptes rendus d'activités, notamment sur les marchands, sur les conférences, et également des articles de fond sur des sujets lyonnais qui sont rédigés soit par des spécialistes, soit par des amateurs qui se renseignent et qui font des articles que nous jugeons intéressants. Alors, les buts de l'association, c'est la conservation des traditions lyonnaises, la promotion du théâtre Guignol, l'enseignement du parler lyonnais. C'est une sociétaire qui nous a dit un jour, ce serait peut-être intéressant que vous mettiez en place des cours de parler lyonnais. Plus on va aller dans le temps et moins les gens vont connaître les mots. On a aussi bien des étudiants que des gens encore en activité, que d'autres retraités. Mais les cours fonctionnent très bien. Alors ces cours sont donnés en présence de Madame Vurpa, qui est linguiste, donc qui apporte la science des mots, qui apporte cette valeur au cours. Hein, c'est j'allais dire, très primordial. Et puis de mon côté, moi j'essaye de mettre en scène les mots. Pour qu'on prenne du souci, c'est qu'on a souci à rentrer avant qu'il fasse froid, par exemple. Donc il faut qu'on se décanille, il faut qu'on prenne du souci. Mais c'est vrai qu'on a déjà un souci en français. Et là, il faut qu'on en prenne. Alors que c'est vrai que vous allez dire, les Lyonnais, ils sont un peu... masochistes. Voilà, masochistes, exactement, parce que non seulement, quand ils en ont pas, ils les cherchent. Le vocabulaire lyonnais est très spécifique et tout le monde ne peut pas le comprendre. Mais chaque fois qu'on emploie des mots lyonnais dans les pièces, en général, Guignol fait une petite aparté pour expliquer ce que c'est, mais en une fraction de seconde. Hein. Donc tout le monde s'y retrouve. Tu oublies le plus utile, me semble-t-il. Oh, c'est vrai, nom de nom, j'oubliais le plus utile, lui semble-t-il. J'y pensais pas du tout, ben, je vais le chercher, hein, dites donc. Oh, ben, j'avais complètement oublié, mais je suis ben bugne, hein, des fois et tout. Oh, ben ça y est, je l'ai. Oh là là, c'est mon Jules, c'est mon Thomas, j'y avais pas pensé. C'est ça, Yon, qu'on appelle un Jules ou un Thomas, c'est un petit pot de chambre, vous voyez. Un petit seau d'aisance, quoi, si vous préférez. Et pour les gens qui n'auraient pas tout compris, à la fin de la pièce, lors de la visite des coulisses, on peut reprendre l'ensemble de ces mots et expliquer tout ça aux gens. Ça fait partie aussi de la tradition et de ce qu'on peut transmettre. Puisqu'on est dans le vieux Lyon, ça me donne une idée. Allez les gones, qui m'aiment me suivent. Il y a à peu près une quinzaine d'années, peut-être même davantage, puisque c'était l'aboutissement d'ailleurs. Hein. Tous les gens qui venaient visiter, qui venaient dans la boutique, disaient « Ah, mais c'est pas possible, on voit plus de marionnettes qu'au musée, c'est bien, c'est... » Donc, à force de les entendre parler, on a senti le besoin de faire ce petit musée. Guignol, il est connu dans le monde entier. À Lyon, bon, quelquefois, les Lyonnais, c'est surprenant, mais quelquefois les Lyonnais nous disent je ne connais pas vraiment. Mais les touristes qui viennent du monde entier, quelquefois on a même eu un jour, on a même eu une Esquimau dans la boutique. C'est marrant, hein, vraiment du monde entier. Et ils connaissent Guignol, ils veulent en savoir plus, ils veulent le voir. Donc on est là pour ça. Il représente la ville, il représente Lyon. Guignol, c'est Lyon. Il y a un musée de marionnettes dans le musée historique de Lyon, le musée Gadagne, parce que précisément Guignol est un personnage lyonnais tout à fait historique. La marionnette de Guignol fait partie intégrante du patrimoine lyonnais et c'est pour ça que tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de Lyon vont s'intéresser à Guignol. Toutes ces pièces viennent de la collection personnelle et familiale de Jean-Guy Mourguet. Donc une collection qui est composée de marionnettes, de décors, d'archives, enfin tout ce qui fait la collection familiale. Jean-Guy Mourguet a des attaches personnelles avec la commune de Brindard. Donc il a des ancêtres qui sont enterrés à Brindard.
Il habite lui-même encore Brinda, donc c'est la raison pour laquelle il a souhaité qu'un musée-théâtre Guignol soit créé sur cette commune. On a commencé à faire un inventaire, parce que c'est vraiment la première chose à faire, l'inventaire de la collection. Donc on a pris les objets un par un, et avec les bénévoles de sa compagnie actuelle, on a mis un numéro d'inventaire sur les marionnettes, les objets, etc. On a commencé à les décrire un petit peu, ce que c'était. Mais le gros du travail reste à faire une fois qu'on sera installé sur place. C'est-à-dire, ce sera tout un travail de documentation de l'objet, l'historique, etc. Puisque c'est uniquement Jean-Guy Mourguet qui sait, c'est la mémoire des objets. Ce qu'on voulait, c'est que ce musée soit vivant et que la marionnette retrouve un petit peu son contexte initial. Et son contexte, c'est le Castelet, c'est la scène, c'est le théâtre, c'est le spectacle vivant. Donc là, l'objectif, c'était de faire un musée et un théâtre. Oui, mais qu'est-ce qu'il te voulait, ce vieux Grégou? Oh, des bêtises, il voulait de l'argent. Ouh là là! Mais je lui donne 9 termes. Ouh là là! Tu lui as jamais rien donné, j'espère? Rien. Oh, dans mes bras, mon chignol! Je t'ai toujours aimé, tel modèle des locataires. Dieu sait qu'on a tiré dans tous les sens ce petit personnage pour faire raconter, par exemple, au moment de la Grande Guerre, on a des choses très militaristes et ensuite on a des auteurs qui sont servis du même personnage pour écrire des brûlots antimilitaristes très forts au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc on voit bien que finalement, ce qui est important là, quand on parle du Guignol frondeur, c'est surtout qu'on a bien conscience qu'on a un personnage qui a une très grande puissance évocatrice pour les Lyonnais, qui est très populaire, et que celui qui arrive à le maîtriser et raconter des choses avec, il aura l'écoute de beaucoup de gens. Il a eu aussi une chance inouïe d'avoir pendant toute son histoire, pendant les 200 ans de son histoire, d'avoir des gens de talent qui se sont occupés de lui, qui se sont servis de lui sans doute, parce que ça a été comme aujourd'hui, parce qu'ils gagnent leur vie en jouant Guignol, mais aussi qui lui ont donné la chance de sa survie. Entre les talents du vieux père Mourguet, dont on sait peu de choses, sinon qu'il a créé un personnage qui est devenu un nom commun, qu'il est un créateur inouï. Mais après, vous avez le talent de la deuxième génération. C'était pas évident d'avoir parmi ses enfants des enfants capables de prendre le relais, de le faire fructifier. Et puis après, d'avoir les gendres qui étaient bons, comme Victor-Napoléon Vuillerme-Dunant, qui était le mari de la fille, qui était capable d'écrire les pièces pour la première fois quand on l'a voulu. D'avoir Onofrio pour fixer un peu le répertoire et donner à Guignol un semblant de poids littéraire et de poids historique. Et puis après, d'avoir des gens comme Rousset, comme Chanet, qui étaient des manipulateurs excellents, des auteurs féconds, même s'ils étaient sur une pente un peu étrange, celle des parodies où Guignol se glissait dans les chaussures et les chaussettes de n'importe qui ou presque. Mais après, des grands manipulateurs et des grands hommes d'affaires, entre guillemets, comme Ernest et Pierre Nechtauser. Pierre Nechtauser a été quelqu'un qui a donné à Guignol une sorte de renom chic, bon genre, absolument extraordinaire. Et puis ensuite, au moment où ce théâtre-là commence à s'enfoncer dans le silence et dans l'oubli, on voit arriver Jean-Guy et sa compagnie, et qui lui redonne comme ça une espèce de verdeur. Ça m'arrangeait pour deux raisons de jouer Guignol. D'abord parce que j'avais beaucoup envie de jouer et que j'avais pas la taille de Jean Marais pour jouer les jeunes premiers. Et Guignol, pour moi, avait cet avantage. C'est que ma taille n'avait pas d'importance parce que je pouvais tricher avec des godasses en conséquence. Le théâtre, le Castelet, puis ça s'appelle un Castelet, m'a permis de n'avoir qu'1,55 m et ça m'a permis d'avoir aussi un accent lyonnais épouvantable. Je demande à quoi? Tu m'as essayé? J'ai plus de patates. Non, ben là, il faudrait trouver un truc parce que c'est un petit peu trop symétrique. Attendez. Faut que je cours de l'autre côté, peut-être. Oui, parce que là, c'est... Un peu trop d'un côté et de l'autre. C'est un peu trop d'un côté et de l'autre. Alors, quand elle demande si ça marche, elle vient. Oui, il faut, ou au début, ou entre les deux, ça marche, il faut que tu l'inspectes plus. D'accord. Pareil. D'accord. Hein, parce que finalement, il n'y a pas tellement de texte, donc... D'accord, il faut faire plus de jeux autour. Faire plus de jeux autour. On repart au début? Parce que c'est quand même une pièce importante. Oui. Oui, reprenez au début. Je reprends au début, hein. Bon, allez-y. Ça marche? Mais bien sûr que ça marche. Oh, ben dis donc,
C'est de marre d'avoir. Eh bien, regarde. Le cinéma a causé un tort énorme aux troupes de marionnettes, notamment tout de suite après la guerre, à partir de 1945. Et c'est vrai que l'activité a chuté. Va arriver la télévision, tout cela va écarter, je pense, du théâtre de Guignol, cet esprit que les gens venaient chercher, ce côté chansonnier. Pendant des années, on a dit que la télévision avait tué Guignol, le cinéma avait tué Guignol. En fait, il renaît à la télévision. Son esprit est dans Le Petit Rapporteur de Jacques Martin, qui était un ami de Jean-Guy, qui était un Lyonnais, un pur formé dans le giron de Guignol. Après, on retrouve Guignol au Guignol de l'info. Donc, il y a quelque chose comme ça dans un entraînement assez extraordinaire, un personnage comme ça qui a connu des fidélités très, très paradoxales et qui lui ont donné une longévité. Tu regrettes le temps où ce que tu étais sur scène? Oh, ben parfois, même si je retrouve dans les quinquets émerveillés des enfants lorsqu'ils viennent nous voir ici, c'est des adultes aussi qu'on replonge dans le temps de la visite. Ils replongent dans leurs souvenirs. C'est pas pareil, non. Ça, rien ne remplace les rires, les applaudissements. Oh, tu verras, chaque soir, quand je m'endors, ben je me souviens, oui. Bon, allez. Continue donc à te bambaner. Je suis qu'un vieux radiateur. À bientôt, mon gonne. On peut supposer que Guignol représente bien l'esprit lyonnais. On reste dans le contexte de Lyon. On n'est pas anard, mais on est contestataire. On accepte le pouvoir, mais on le raille. On a son franc-parler, mais finalement, bon, on jette pas de bombes, si vous voulez. Je crois qu'il y a ce côté, me semble-t-il, de Guignol qui reprend les choses en les désacralisant. Dans un 19e siècle qui est volontiers fait de pompe et d'or. La marionnette Hagen, c'est surtout une marionnette parlante. C'est ce morceau de bois qui va s'animer par la parole et par le jeu du marionnettiste. Et c'est ça qui fait, j'allais dire, la magie du spectacle. Pour elle a d'abord d'être un point. C'est un point. Ça peut cogner, ça peut taper, ça peut bouger. Elle est rapide, elle est brutale, elle est très facile à ganter, elle est facile à jouer en petit format, facile à cacher, à dissimuler. Et aussi, elle est bavarde. C'est une marionnette bavarde. Et il y a une sorte de consensus. Elle n'essaye pas du tout d'imiter le mouvement humain. Elle n'a aucun compte à rendre à la précision du geste, comme la marionnette à fil, qui doit être absolument impeccable, etc. Donc elle n'a de compte à rendre qu'à la parole, qu'à sa parole et à sa liberté. Et je crois que cette force, elle est là. Elle est que Guignol dit ce que le marionnettiste ne pourrait pas dire. Ça s'est fait à la douce, par Darnier, en distillant à Champeux. Alors ça, mon belin, ça gazouille? Viens ici, ma boline, que je te coque. Le vieux pays les a roulés dans la farine, tant et plus. Ils y ont vu venir trop tard. C'était déjà tout ficelé. Oui. Alors, c'est à ce moment-là qu'ils ont fait ouille, alors? Oui. Oui, ouille, oui. Bon. Mais je sais pas s'ils suivent bien. Faut peut-être qu'on ralentisse le rythme. Hein. C'est pourtant que le premier jour de la semaine qui essaie d'être en fin de semaine. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pratiquement le spectacle des origines. C'est-à-dire comment, effectivement, un dénommé soi-disant Père Thomas, probablement un prototype de nos artistes de rue d'aujourd'hui, s'allie à un type qui n'avait pas d'argent et qui vraiment était dans la misère pour faire une équipe de branquignoles qui vont gagner, on pense quand même très peu d'argent. C'est des vies sans doute très misérables. Et à eux deux, ils ont cette intuition de faire vivre et d'inventer peut-être un duo comique qui sera repris largement après, y compris dans Frédéric Dard, qui l'avouait, hein, entre Santonio et Berrurier. Enfin bon, oui, c'est des types. Je pense que, comme souvent dans la marionnette, c'était pas réfléchi avant, c'est une conséquence de conditions de travail. Mais ça, c'est intéressant, parce qu'encore une fois, on voit bien que la marionnette, là, dans ce sens-là, elle peut coller au monde social dans lequel elle agit, plus que, par exemple, le théâtre officiel de l'époque, qui, lui, était bien cadré, déjà bien à la maison. C'est un personnage qui a bénéficié de tous ses défauts, d'une certaine façon. À l'origine, il y a un gros défaut de fabrication, c'est que Laurent Mourguet, contrairement à tous les créateurs de personnages, ou presque, ne savait pas écrire. Donc on n'a aucune orthodoxie. Il n'y a pas de texte dont on puisse dire formellement, ça,
c'est du Guignol. C'est du pur, c'est de l'estampillé, et on ne peut pas y revenir, on ne peut pas y toucher. Donc déjà, ça permet à un grand jeu de se créer. Et dès la deuxième génération, dès la troisième génération, on voit bien que Guignol va déclencher des tas de fidélités différentes. Et tous seront d'ailleurs fidèles d'une certaine façon, à leur façon. Donc chacun se l'approprie, le personnage, et le transforme et le met dans des situations d'où, miraculeusement, il sort intact. C'est ça qui est absolument mystérieux. On hésite toujours, justement, dans les différentes interprétations du personnage, à trouver sa voix. C'est par moments un peu compliqué. Pour Antoine Vitesse, Guignol, c'est vraiment la personnification, un personnage symbole pour un prolétariat ou un sous-prolétariat qui retrouve dans la marionnette quelque chose qu'il n'a pas pu vaincre dans la réalité. Enfin, c'est à peu près ça. Pour d'autres, ça peut être exactement l'inverse. À la fin du 19e, c'était un objet surtout folklorique pour une ville de Lyon qui avait besoin de retrouver sa culture. Alors, pour nous, il s'agit de faire notre voix et dans toutes ces idées-là, et de voir que c'est effectivement un personnage qui, sous certains aspects, c'est son défaut, est un peu fourre-tout. Pour nous, c'est vrai que c'est souvent une qualité parce qu'effectivement, on lui a fait dire des choses relativement différentes, avec ou sans tiroir. Et puis, d'où ça t'est venu cette idée de raconter l'histoire de la ville? Hein? Tu roules pour les radicaux maintenant, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir, enfin. Oui, ben en tout cas, tu ferais bien de te méfier, hein. Parce que si tu veux ridiculiser les bourgeois, les propriétaires, eh bien, on ferait mieux de rester sur nos places publiques plutôt que de se servir de cette exposition comme tribune libre. Pour peu qu'on respecte un certain nombre de préceptes qui sont effectivement peut-être un peu, pour l'artiste, quelquefois un peu lourds, un peu handicapants, c'est-à-dire l'accent, une certaine personnalité un peu comme ça, virevoltante, qui, à contrario de son camarade Niafron, qui lui est plus massif, plus lent. Lui, c'est une espèce de Sganarelle ou de Scapin, un peu comme ça. Donc, bon, il y a ce costume qui, effectivement, raconte quelque chose. Donc c'est vrai que c'est des formes qui sont un peu imposées, quoi. Hein, c'est un peu. Mais ensuite, une fois que si ça on arrive à le maîtriser correctement, effectivement, on peut tout raconter. On peut raconter Guignol cosmonaute, on peut raconter Guignol marxiste ou Guignol fasciste. Hein, on peut tout raconter. Figure-toi, Chignol, que la bête noire a été signalée dans les parages. Et elle a fait tellement de ravages, que les gens, ils n'osent plus sortir de chez eux. Tu sais quoi, Niafron? C'est que c'est tous des peureux. Moi, les gonnes, cette bête noire, elle m'empêchera ni de sortir et ni de dormir. Oh, bah alors ça c'est bien, petit. Tu es l'homme qu'il nous faut. Parce que si tu réussis à anéantir cette bête, tu toucheras la prime de monsieur le maire. Je sortais de l'école, j'avais 17 ans. J'ai connu mon mari, qui en avait 13 de plus. Il jouait déjà Guignol, c'était des amis chez Nestoser. Et mon mari avait appris à jouer avec Ernest Nestoser. Il a été tourné avec lui, tout ça. Et ça lui avait plu. C'est Ernest qui a dit, vous devriez jouer Guignol. Et mon beau-père était pas de décorateur. Donc pas de problème pour faire les décors et tout. Du reste, on les a toujours. Et ça a commencé comme ça. Si t'apprenais à jouer Guignol, t'as une bonne diction, t'as une voix forte, t'as qu'à apprendre à manipuler. Moi, je suis pas formaliste, je dis d'accord. Pas formaliste du tout, moi. Puis tu pourquoi pas, d'accord, et voilà. Dans 18 ans, même pas, quand j'ai commencé. Bon, bah, à votre santé, les plus de 18 ans. C'est du Beaujolais, ça. Allô. Bon, bah, alors, les gommes, ça fait du bien, ce petit jus de raisin, mais alors, j'entends des voix, moi. Mais mon chapeau! Mais, au voleur de chapeau! Impossible de le rattraper. Heureusement qu'il me reste ma boue. On joue répertoire. On est traditionnel, on continue la tradition. Alors obligatoirement, c'est un peu désuet quand je suis allée par là. Mais du Gévaudan, ça date de longtemps. Le dentiste, la première pièce, on arrache la dent. C'est pareil, on n'arrache plus les dents dans la rue. Mais nous, on arrache les dents dans la rue. On joue la tradition, nous sommes continuateurs de la tradition lyonnaise. Et ben, mon mari est mort en 1980. On s'est trouvés avec des animateurs, mais dont un est tombé malade. On a Titi qui avait 16 ans. Elle m'a dit, c'était un rôle secondaire. Alors on peut mettre un homme ou une femme qui fait un rôle secondaire, on s'arrange. Hein. Et ben, elle a dit, écoute, je vais le faire. Je vais faire le rôle du petit qui est tombé malade. Ça a commencé comme ça.
Cherchez pas à comprendre, étant dans le bain depuis toujours. Hein. Je vois son petit bouchu qui a 4 ans et demi, il nous récite les pièces et il les joue. Alors, c'est une histoire familiale un peu chez nous. Hein. Ça a été créé en 1962 par un amoureux fou de Guignol qui était vraiment un adepte du théâtre du Quai Saint-Antoine. Et quand il a créé ce théâtre ici, il a créé en fait un demi-Quai Saint-Antoine avec le petit balcon à l'italienne et la salle comme on peut la voir ici. Donc depuis 1962, c'est devenu une des plus anciennes salles qui existent à Lyon. Nous, ça fait seulement 4 ans maintenant que nous avons repris cette salle pour essayer de la refaire vivre comme il se doit, dans la tradition, dans la plus pure tradition lyonnaise du répertoire classique ou des pièces créées, mais vraiment avec le répertoire des mots lyonnais et l'accent lyonnais également. C'est le déménagement, c'est la Racine d'Amérique, c'est le Marchand de Picarlat, c'est les Frères Koch. Notre ligne directive, c'est de retourner à la racine, c'est de venir à la source et donc de garder cet esprit vraiment Guignol sans le dépoussiérer, sans essayer d'être moderne avec. Non, on essaie d'être Guignol tout simplement. Comédien, on a un texte à apprendre et à jouer évidemment. Et avec la marionnette, de la même manière, sauf qu'au bout du bras, on a un personnage et c'est pas quelque chose de naturel. Et le plus difficile en fait dans l'art de la manipulation, c'est de justement rendre un personnage naturel. C'est par exemple Guignol, si jamais il bouge pas comme ça, bon ben là on n'aura pas l'impression que c'est lui qui parle, vous voyez, même si j'y mets la voix, ça sert à rien. Par contre, si jamais il bouge comme ça, il dit « Oh ben tiens, qu'est-ce qu'il fait là mon vieux diaphron et tout, comment ça va-t-il mon gun ?» Vous voyez, il faut quand même le faire bouger, lui donner un air plus vivant, on va dire, quoi. Parce qu'il a ce côté figé, hein, dû au fait qu'il soit en bois. Et donc, pour lui donner un air vivant, il faut le faire marcher, enfin le faire bouger un maximum. Ah, pas encore, mon vieux. Bing, bing, bong. Bing. Allez, viens donc par ici. Ta 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 ta. Oh, c'est pas vrai, c'est donc vous qui êtes le reviendant. Misérable, tu connais mon secret, mais tu vas mourir. Ah, s'il y en a un de nous deux, je crois pas que ce soit moi. Oh, c'est pas vrai, les gars, attention, il est costaud. Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il est costaud, celui-là. Oh, qu'est-ce qu'il est costaud. Oh, qu'est-ce qu'il... Ah, c'est lui qui a pris l'éventail. Ah ah. Ah ah. C'est terminé. C'est pas vrai. Oh, il m'a raté. Tiens. Encore raté. Oh, mais tiens. Oh, il m'a mis un coup de tête. Encore un. Oh, mais il m'a remis un coup de tête. Oh, attention, les gars, fermez les yeux, c'est violent. Oh là là, c'est bon. Lâche ça. Donne-moi. Et bing, bang. Et à la 1. Et à la 2. Et il y a combien après? Déjà, comme le temps passe vite. Et à la 3. Guignol a vécu pratiquement, on peut dire, 150 ans que pour les adultes. Bien qu'il soit joué, interprété à certains moments pour les enfants. Mais enfin bon, même quand les Lechtauser au théâtre Mourguet ont fait écrire des féeries pour les enfants, j'en possède, j'en ai vu. Si vous regardez le texte, il a fait rire surtout les adultes. Les enfants étaient heureux de la féerie, mais le texte, les enfants ne pouvaient pas le suivre. Il y a plein de jeux de mots, plein de plaisanteries. Bon, des gamins de 10-12 ans pouvaient comprendre, les gamins de 5-6 ans ne pouvaient pas. Alors, Chervin, mon père et d'autres, dans les années 40, 50, ont commencé à jouer dans les écoles pour les enfants, à monter des contes pour enfants. Et c'est de là que ça fait quand même 60 ans que ça dure. Automatiquement, comme à une époque, le théâtre Mourguet a quand même un petit peu baissé avec le temps. Il y a eu la télévision, il y a eu la radio qui font que ce genre de théâtre ont perdu un peu de clientèle. Forcément, on s'est plus vu jouer Guignol pour les enfants. Donc on en a fait Guignol, c'est pour les enfants. Donc quand vous parlez à des adultes de Guignol, ils voient le spectacle. C'est méchant de dire ça, mais c'est un peu ça. Le spectacle un peu cucu, le spectacle enfantin. Voilà. Ils ne pensent pas que Guignol a vécu uniquement 150 ans que pour les adultes. Et avec des parodies, des choses qui sont extraordinairement bien écrites. Faut-il que mes cheveux, qui sont embrouillassés, se dressent sur mon front, que vous torturassez? Que sous votre balcon, à genoux, je me misse? Que sur un grand plateau, mon cœur, je le servisse? Alors, certainement, vous comprendrez rassasié qu'il faut guérir ce cœur que vous torturassiez. Eh bien oui, mon Christian, oui, je te l'accorde, ce baiser. Viens, je suis seule avec Gertrude. Oh, ma Roxane. Eh ben voilà. Eh ben voilà, hein. Eh ben voilà, c'est moi qui casse les œufs,
C'est lui qui fait l'omelette et qui la mange. Guignol jouait à l'époque, dans les années 1830-1840, on a eu jusqu'à 13 ou 14 de théâtre dit à la Guignol. C'était uniquement de la satire, de l'humour. C'est Jean-Guy qui, dans les années, je crois, 1953, va ouvrir le Petit Bouif et va relancer tout ça. Et personnellement, je garde, quand je joue n'importe quelle pièce, même pour les enfants, ici je dis bien même pour les enfants, il y a toujours des petits trucs humoristiques qui passent pour les adultes. Parce que je veux pas que les adultes qui accompagnent les enfants ici s'imaginent que Guignol, c'est uniquement pour les petits. Non, eux, c'est à les faire rire, parce qu'on rajoute toujours des petites choses. Je plaisantais, voyons. Surtout que j'ai repéré une ou deux mamies dans la salle qui sont un peu grassouillettes. Là, j'ai de quoi manger. Quand j'ai ouvert ici en 93, j'ai pris les prénoms des enfants. Donc on interpelle les enfants par leur prénom, et les enfants comprenant qu'ils vont être interpellés par 1, par 2, par 4, ça dépend le nombre de gamins qu'il y a dans la salle, attendent pour répondre aux marionnettes. Je ne sais pas ce qui me retient. Oh, numéro 1, tu ne frappes pas, hein? Toi, on te corrige jamais, hein? Amélie, t'as reçu des corrections? Oui, hein? Quand nous faisons des soirées adultes, nous écrivons un impromptu qui porte un peu sur la politique, mais si on peut avoir les renseignements, parce qu'il y a quelquefois des gens qui sont réticents, si on peut avoir les renseignements, à 80%, l'impromptu porte sur les gens présents dans la salle, qui en prennent plein les dents. Eh bien, figure-toi que ces deux gaziers, et deux gazelles, oui, que viennent pour le départ à la retraite du Jean-Paul Le Fillard, connaissent leurs collègues à la compagnie du gaz. Oui. Du gaz? Oui. Comme celui-là du fourneau à l'Alphonsine? Oui, 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 oui. Il paraît que ça vient du chaos. Oh, comme le bureau du Jean-Paul. C'est-il pas les seuls qui se mettent en grève pour un oui ou pour un non? Ah oui, pour un oui, pour un non, enfin, je veux dire, oui. C'est le mystère de la marionnette, c'est cette chose qui fait que, en restant correct, il ne faut pas agresser les gens, mais vous pouvez dire des choses même un peu pointues sur les gens rient parce que ça les amuse, les gens ne sont pas stupides, on sait tous qu'on a des petits travers, des petits défauts, et les gens, finalement, aiment bien qu'on les critique. Et quand, dans une soirée, il y en a qui sont pas critiqués, qui sont pas bâchés, et ben à la fin, ils disent, oh, ben alors moi, on n'a rien dit. Et voilà, c'est la preuve que les gens aiment bien, voilà. Je me suis jamais posé la question de l'aspect traditionnel de Guignol au sens où beaucoup de gens l'entendent. D'abord, je suis pas de Lyon. J'avais qu'une idée très lointaine de ce que pouvait être Guignol, tout ça, et puis je l'ai pris comme un personnage, quoi, qu'on pouvait transbahuter dans tous les mondes possibles. Je manque à tous mes devoirs, désolée. On est tous issus d'une génération de télévision, hein, d'images, avec Tex Avery, avec le Muppet Show, etc., qui a nourri notre enfance. Et donc, notre Guignol, il est nourri aussi de ces personnages-là. Je pense que c'est ce qui donne un petit peu le côté décor en 3 dimensions, animalier. Il y a toujours beaucoup d'animaux chez nous. Et on utilise différentes techniques de manipulation. On s'est rendu compte après coup qu'on avait été les seuls à oser faire ça. Au début, ça les perturbait, mais on avait un public qui était plutôt âgé, on va dire, qui s'appuyait sur leur propre histoire de Guignol, telle que le faisait Jean-Guy Mourguet ou la famille Nechtauser. Et puis, le public a évolué avec nous. Voilà, il s'est rajeuni. Donc, au contraire, maintenant, le public, si on revenait en arrière sur des toiles avec des mises en scène figées, il nous le reprocherait, je pense. C'est qui celui-là, monsieur Sucre d'Or? C'est celui qui m'a amené ici, mais est-ce que je sais, moi, où il est? Comment on va faire pour le retrouver? J'en sais rien. Quoi? Qui donc? Quoi? Oh, mais vous avez raison! Ah, mais oui, il est là! Ah, ça ressemble à Sucre d'Or! Oh, venez, descendez de là! Venez ici, j'ai le droit de vous dire, moi! Ici! Oh, je suis là! Non, mais Sucre d'Or! Un spectacle n'est jamais le même d'une fois sur l'autre, ça dépend des humeurs, des envies, voilà, du moment. Comme dès le départ on l'a considéré comme un laboratoire, eh bien j'aurais jamais imaginé moi me mettre à chanter. Mais un marionnettiste, c'est un comédien plus quelque chose. Et c'est sûr que du point de vue économique, on est obligé de jouer la polyvalence. Puis c'est en faisant que on s'améliore, qu'on améliore nos techniques, on développe les idées. Depuis quelque temps, on commence à mettre de la vidéo dans nos spectacles. C'est peut-être les pattes de la tête d'or, non? Ah ouais, j'en sais trop rien,
hein, les Jeux Olympiques possibles. Mais comment sais-tu qu'on va rentrer à la maison? Ici, c'est vraiment un théâtre de laboratoire pour pouvoir acquérir de la compétence dans plein de domaines différents. On a envie que les enfants qui viennent nous voir se sentent touchés par ce qu'on leur dit, se sentent concernés par ce qu'on leur dit, et que quand ils sortent de chez nous, ils se disent « Là, on a vu le vrai Guignol », et quand ils seront vieux, ils diront à leurs petits-enfants « Moi, j'ai vu l'original ». Alors que les vieux qui viennent nous voir, ils nous disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce Guignol iconoclaste, complètement révolutionnaire? C'est pas du tout le Guignol de mon enfance. » Mais Guignol, il appartient à tout le monde. Et il est contemporain, il a toujours été contemporain. Donc il appartient aux gens qui viennent le voir, en fait. Guignol, c'est devenu tout à fait un symbole de Lyon. Alors, est-ce que les Lyonnais sont toujours au fait de cette vérité de Guignol? La question est peut-être à poser. Et voilà, mon petit beson, tu sais tout ou presque. Mais t'es super vieux. T'es encore plus vieux que mon grand-père. Oh, ben respect tout de même, dis donc. Je suis tellement vieux que parfois j'ai des trous de mémoire, alors. Ça va? Oui, oui, oh, t'inquiète pas. Ah, les souvenirs. C'est pas que je sais c'est l'âge, mais je commence à être un peu fatigué. Et je vais peut-être retourner au Rotterdam. Tu vois, le moment est venu de partir, et je crois bien qu'on t'appelle et qu'on t'attend.